Chapitre 5. Un cri perçant. J'étais intrigué par l'attitude d'Orkwhite envers les âmes errantes. Pourquoi les laissait-il hanter ainsi sa demeure? N'était-ce pas son devoir de les renvoyer en paix vers la lumière? C'est certainement ce que l'épouvanteur aurait fait, mais mon maître m'avait prévenu. Orkwhite avait sa propre manière d'agir, et c'était à moi de m'adapter. J'ai examiné la pièce plus attentivement. Ses fenêtres étaient condamnées, pas étonnant qu'il y fasse aussi sombre. Il n'y avait pas de cheminée. La table et deux chaises poussiéreuses composaient tout le mobilier. Plusieurs caisses de vin étaient alignées le long d'un mur, ainsi qu'une rangée de bouteilles vides. Des toiles d'araignée festonnaient le plafond. C'est quoi le mot festonner? Il devait y avoir plein de toiles d'araignée. L'endroit devait servir d'entrepôt au temps où le moulin était en activité. Au fond, une autre porte était entr'ouverte. Je refermai la porte de devant à clé, pris mon sac et, la chandelle à la main, pénétrai dans ce qui se révéla être la cuisine. La fenêtre au-dessus de l'évier n'était pas condamnée, mais à l'extérieur, le brouillard était toujours aussi dense et le jour commençait à baisser. Sur le rebord de la fenêtre était posé le plus grand couteau que j'eusse jamais vu, certainement pas un couteau de cuisine. Cependant, l'endroit était plus propre que je n'avais osé l'espérer. Les assiettes, les bols et les casseroles étaient soigneusement rangés dans un placard. Pas un grain de poussière ne salissait la petite table entourée de ses trois chaises. Le garde-manger contenait du fromage, du jambon, du bacon et la moitié d'une miche de pain. Il n'y avait pas de cheminée, mais un fourneau trapu avec deux portes et un tuyau coudé qui disparaissait dans le plafond. L'une des portes ouvertes laissait voir un poêle à frire. Une poêle à frire. Derrière l'autre, je découvris un tas de bûches et de paille prêts à être allumés. C'était à l'évidence le moyen le plus aisé de se chauffer et de cuisiner dans une maison en bois. J'utilisai de nouveau mon briquet. Tandis qu'une agréable chaleur se répandit dans la pièce, je me fis griller 3 généreuses tranches de bacon. Le pain était sec, mais encore assez bon pour en faire des toasts. Je ne trouvais pas de beurre, néanmoins, ce petit repas me réconforta. J'avais envie de dormir. Je décidai donc de monter à l'étage, visiter les chambres, espérant repérer celle qui m'était destinée. J'emportai la chandelle, ce qui se révéla être une bonne initiative. L'escalier n'aurait pu être plus sombre. Au premier étage, je comptai 4 portes. La première menait à un débarras empli de boîtes vides, de draps sales, de vieilles couvertures et de divers débris d'où montait une désagréable odeur de moisi. Des taches d'humidité maculaient les murs. Les 2 portes suivantes ouvraient sur des chambres. Dans la première, les draps froissés indiquaient qu'on avait dormi dans le lit. La seconde, glaciale, n'était meublée que d'un sommier et d'un matelas, nu. Était-ce la mienne? Si c'était le cas, je souhaitais être illico de retour à Chipenden. La quatrième pièce était équipée d'un lit à 2 places, dont les draps et les couvertures gisaient par terre en tas informe. Je perçus aussitôt quelque chose d'anormal, et mes cheveux se hérissèrent sur ma nuque. Levant la chandelle, j'approchai du lit. Il me parut mouillé. Quand je le touchai du bout des doigts, je découvris qu'il était trempé, à croire qu'on avait déversé dessus une demi-douzaine de seaux d'eau. J'examinai le plafond sans distinguer aucun trou ni signe d'une quelconque fuite. Comment était-ce arrivé? Je fis demi-tour en hâte et refermai soigneusement la porte derrière moi. Il y avait encore un étage, mais Orkwhite m'avait recommandé de m'en tenir éloigné. Je décidai de suivre son conseil et de dormir par terre dans la cuisine. Au moins, j'y serais au chaud jusqu'au matin. Juste après minuit, je m'éveillai en sursaut. Orkwhite venait-il de rentrer? La cuisine était plongée dans l'obscurité, à part un faible rougeoiement venu du fourneau. Soudain, un frisson me parcourut et les cheveux de ma nuque se dressèrent à de nouveau. Était-ce dû à la présence des âmes tourmentées qui hantaient la maison? Un grondement sourd monta alors des profondeurs du moulin et fit vibrer les murs, de plus en plus puissants. Que se passait-il? Quoique intrigué, je ne me levai pas. Orkwhite m'avait recommandé de ne pas intervenir et ce n'était pas mes affaires. Cependant, ce bruit m'effrayait un peu et m'empêchait de me rendormir. Je finis par en comprendre l'origine. La roue du moulin tournait. Puis, un cri s'éleva, un cri si déchirant, si chargé d'angoisse, que je me couvris les oreilles de mes mains. Bien sûr, ça ne servait pas à grand-chose car il résonnait à l'intérieur de ma tête. C'était l'écho d'une chose terrible qui s'était déroulée ici des années plus tôt, l'expression d'une douleur insupportable. Enfin, le cri s'éteignit et le silence revint. Ce que je venais d'entendre aurait suffi à faire fuir n'importe qui loin de cette bâtisse. Moi-même, bien qu'apprenti d'un épouvanteur et accoutumé à de telles manifestations, je contenais difficilement mes tremblements.
La lettre d'Orquart m'assurait que les morts ne me feraient pas de mal, mais je pressentais qu'il y avait là plus qu'un simple phénomène de maison hantée. Je finis cependant par me calmer et me rendormis. Je dormis bien, trop bien. Le soleil était levé depuis longtemps quand je m'éveillai pour découvrir que je n'étais plus seul dans la cuisine. Eh bien, petit, s'exclama une grosse voix. Eh bien, petit, s'exclama une grosse voix. C'est trop facile à surprendre. Il est imprudent de dormir aussi profondément en ces lieux. On n'y est pas en sécurité. Je m'assis vivement puis sautai sur mes pieds. Devant moi se tenait un épouvanteur, son bâton dans la main gauche, un sac dans la droite. Et quel sac! Il aurait pu contenir les affaires de mon maître et les miennes. Puis je remarquai l'extrémité du bâton. Le mien et celui de M. Grégory étaient équipés d'une lame rétractable. La partie tranchante de celui-ci était bien visible. Une méchante pièce de métal d'au moins 12 pouces de long, munie de dents acérées, 3 de chaque côté. Monsieur Orquart? Orquite? Demandai-je. Je suis Tom Ward. Oui, oui, c'est moi, Bill Orquite. Content de te connaître, Tom Ward, ton maître m'a vanté tes qualités. Je le fixai, tâchant de réactiver mon cerveau ensommeillé. Plus petit que mon maître, il avait un corps noueux, d'où émanait une grande force physique. Des yeux verts perçaient son visage émacié surmonté d'un crâne chauve, et il était rasé de près. Une blessure à peine cicatrisée traversait sa joue gauche. Je remarquai aussi des taches pourpres sur sa bouche. Monsieur Grégory, lui, ne buvait pas. Pourtant, une fois, alors qu'il n'était pas en proie... Alors, attends. Pourtant, une fois, alors qu'il était en proie à une terrible fièvre, il avait avalé une pleine bouteille de vin. Après quoi, ses lèvres avaient pris cette même tête. Après quoi, ses lèvres avaient pris cette même teinte violacée. Orquite laissa son bâton contre le mur et posa son sac. Il eut un tintement de verre quand il toucha le carrelage de la cuisine. Puis, il vint me serrer la main. Monsieur Grégory pense aussi le plus grand bien soin le plus grand bien de vous. Attends. Monsieur Grégory pense aussi le plus grand bien de vous, lui assurai-je. Fouillant dans ma poche, j'en tirai la guinée. Il vous envoie ceci pour couvrir mes frais de séjour. Orquite prit la pièce, l'examina soigneusement, mordit dedans et hocha la tête en signe d'approbation. Qu'il ait ainsi vérifié s'il s'agissait bien d'une pièce en or me contraria. Croyait-il que mon maître capable de le payer en fausse monnaie? Ou bien était-ce moi qu'il soupçonnait de malhonnêteté? Tâchons de nous faire mutuellement confiance, Tom Ward, déclara-t-il alors comme s'il avait deviné mes pensées, et donnons-nous le temps de nous juger l'un l'autre. Mon maître m'a dit que vous auriez beaucoup à m'apprendre sur ce qui se passe au nord du comté, déclarai-je, tâchant de dissimuler mon irritation, en particulier sur les créatures de l'eau. Oui, je t'enseignerai ça. Avant tout, je t'endurcirai. Es-tu fort, Tom Ward? Assez pour mon âge, répondis-je, pas très sûr de moi. Il m'examina de la tête aux pieds. Vraiment? Es-tu bon au bras de fer? Je n'ai jamais essayé. Alors essayons tout de suite. Ça me permettra de t'évaluer. Assieds-toi, m'ordonna-t-il en se dirigeant vers la table. Chez nous, étant le Benjamin, je n'avais pas participé à ces jeux. Mais je me souvenais de mes frères Jack et James se défiant au bras de fer dans la cuisine familiale. Jack gagnait toujours parce qu'il était l'aîné, le plus grand, le plus fort. Face à Orquite, je ne pesais pas lourd. Je m'assis et nous plaçâmes nos bras gauche l'un contre l'autre, les coudes sur la table, les mains entrelacées. Mon avant-bras était plus court que le sien, je résistais de mon mieux, mais en dépit de mes efforts, il eut vite le dessus. C'est tout ce dont tu es capable? Demanda-t-il. Et si je t'aide un peu? Il se leva, alla fouiller dans son sac et revint un gros livre à la main. Tiens, glisse ça sous ton coude. De cette façon, ma main était à peu près à la hauteur de la sienne. Aussi, quand je sentis la première pression, je bandai toutes mes forces pour résister. À ma grande satisfaction, j'ai réussi à repousser légèrement son bras et j'eus de l'étonnement dans ses yeux. Mais, de nouveau, il me fit toucher la table. Il se releva avec un grognement tandis que je frictionnais mon poignet endolori. C'était mieux, reconnut-il. Mais il faut que tu te muscles si tu veux pour survivre dans ce métier. Je suppose que tu as faim. J'acquiesçai. Parfait, je vais te préparer le petit déjeuner. Après quoi, nous ferons plus ample connaissance. Il tira de son sac 2 bouteilles vides, ainsi que diverses provisions, du fromage, des œufs, du jambon et 2 gros poissons. Cela, s'exclama-t-il, je les ai attrapés ce matin, ils frétillent encore. On va en manger un tout de suite et garder l'autre pour demain. Tu sais cuisiner le poisson? Je fis signe que non. Ah, c'est vrai, soupira-t-il d'un air désapprobateur.
Vous vous payez le luxe d'employer un gobelin pour les tâches ménagères. Ici, on se débrouille seul. Alors observe bien comment je m'y prends parce que c'est toi qui prépareras l'autre demain. Tu es prêt à remplir ta tâche des corvées, n'est-ce pas? Ta part des corvées, n'est-ce pas? Bien sûr, m'écriai-je. J'espère seulement ne pas vous décevoir. Monsieur Grégory n'a pas une autre opinion de mon talent de cuisinier. Peu importe. Quand nous serons restaurés, je te ferai visiter le moulin et on fera si tu es aussi brave, et on verra si tu es aussi brave que ton maître le prétend.